Bien, bonjour à tous. Je vais ouvrir cette table ronde, vous voyez, avec une ponctualité très allemande. Moi, j'habite à Berlin depuis 10 ans, donc je suis ravi qu'on puisse vraiment commencer à peut-être même une minute avant l'heure, à 16 heures. Je suis ravi aussi de constater qu'une fois de plus, la salle est pleine. Un peu attristé pour ceux qui n'ont pas pu venir, mais c'est vrai que c'est formidable à Saint-Dié. Moi, c'est ma 4e édition, enfin, en tant que conférencier, et il y a toujours vraiment non seulement du monde, mais on a toujours affaire à des gens extrêmement attentionnés, concentrés, bienveillants. Donc j'espère que ce sera le cas aussi ce soir. Et en tout cas, ravi de vous accueillir dans cette belle salle de cinéma pour une table ronde donc, que nous avons intitulée La montée des extrêmes droites en Europe. Vous imaginez bien, une énorme question. Donc je dis tout de suite que nous n'avons aucune prétention à traiter de manière exhaustive finalement en 1 heure et demie avec vous. Je vais commencer bien sûr par présenter nos invités. Donc, à ma droite, Béatrice Gibelin. J'ai presque envie de dire qu'on ne présente plus, même si ça va sûrement la gêner que je dise ça, mais je vais quand même vous la présenter pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas. Béatrice Gibelin est professeure honoraire des universités. Elle a joué un rôle fondateur, on peut le dire, dans l'école de géopolitique française, puisqu'elle a pris la succession du grand géographe Yves Lacoste, et elle n'a pas simplement pris sa succession dans la revue Hérodote, fondée par Yves Lacoste, qui est une des plus grandes revues de géographie, à laquelle j'ai eu l'honneur et l'avantage et la chance de participer pour un numéro il y a quelques années sur l'Allemagne. Et donc je peux vous dire que Béatrice Gibelin réalise un travail formidable dans cette revue. Vraiment, j'ai pu vraiment admirer, je dois dire, son sérieux, son abnégation, sa clairvoyance aussi sur tout un tas de sujets qui font l'actualité. Donc il n'est pas évident d'emblée de s'emparer pour nous scientifiques. Béatrice Gibelin a dirigé, elle a même créé et dirigé l'Institut français de géopolitique à l'Université de Paris 8, donc l'IFG. Et elle est l'auteur d'innombrables ouvrages, articles, en ligne pour la plupart d'entre eux. J'en cite que 2 ouvrages, vraiment par rapport au thème de cette conférence. Elle a publié, il y a une dizaine d'années, un ouvrage que je qualifierais d'important, qui s'appelle L'extrême droite en Europe. Donc on était déjà à l'époque dans une actualité brûlante. Vous voyez, 11 ans après, bien, on en reparle. Et un ouvrage plus récent qui s'appelle Les grands conflits contemporains, paru l'année dernière. Nous avons un deuxième invité qui nous vient directement d'Italie, mais qui s'est engagé à parler français avec vous, avec nous. Et vraiment, je le remercie déjà parce que c'est quand même pas sa langue, tout simplement. Donc Luca Muscara, qui est un historien de la géographie politique et professeur des universités, professeur à l'université de Molise. Lucas est, je pense, enfin, voilà, je le présenterai plutôt comme un théoricien donc de l'histoire politique, de la géographie politique également, grand spécialiste de Jean Gottman, un autre père fondateur de la géographie politique. Il a publié beaucoup d'articles, d'ouvrages en anglais, mais je vous indique juste une publication, un article paru en français qui s'appelle « Nationalisme et populisme ». Et c'était un chapitre d'un ouvrage qui s'appelle « Frontières », dirigé par Anne-Laure Amilat-Zari, qui aussi fait partie du FIG, et cet ouvrage est paru en 2020. Voilà. Je me présente très rapidement, même si je n'ai pas du tout le même rôle que mes invités. Donc, je suis Boris Grésillon, spécialiste de l'Allemagne et de l'Europe. Un tout petit peu, j'ai envie de dire, par la force des choses, devenu spécialiste, même si j'aime pas le mot, de cet ovni politique qu'on appelle l'AfD en Allemagne, hein. Donc Alternative für Deutschland, c'est-à-dire le grand parti d'extrême droite en Allemagne. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler, on verra. Mais l'essentiel, c'est d'écouter d'abord nos invités. Je vous propose qu'on procède de la manière suivante. Donc, comme vous le savez tous, on assiste depuis une bonne dizaine, en fait une quinzaine d'années à une montée générale des extrêmes droites en Europe. Aujourd'hui, plus un seul pays de l'Union européenne ne fait exception à ce qui semble être devenu la règle. Oui, c'est déjà quand même très étrange de parler comme ça.
la règle, à savoir l'essor ou la consolidation des mouvements d'extrême droite en Europe. Bien sûr, ce constat brut appelle quantité de questions auxquelles, encore une fois, je le redis, les géographes, même associés aux politologues, même associés aux historiens de la chose politique, n'ont pas la prétention de pouvoir répondre. On est plutôt là pour essayer d'avancer des pistes ce soir avec vous. Avec mes collègues, nous avons décidé de nous centrer sur 3 thèmes qui sont 3 très grands champs de réflexion qui vont forcément appeler des questions, et donc ne vous inquiétez pas, nous réserverons un temps, parce que c'est important, à vos propres questions. Tout d'abord, j'ai demandé plus particulièrement à Béatrice Hiblin de faire un exercice qui n'est pas évident. Je lui ai demandé d'essayer de nous dresser un panorama géographique des forces d'extrême droite en Europe. Ensuite, on tentera, redoutable question, on tentera d'expliquer les raisons de ce qui ressemble à un mouvement de fond, donc du Portugal à la Pologne, en passant par le Danemark et la Slovaquie. Là-dessus, vous ne serez certainement pas trop de deux pour apporter vos éclairages. Et enfin, parce que les chercheurs ont besoin de nommer la chose. Or là, on a un problème. C'est-à-dire de quoi cette radicalisation de la scène politique dont nous parlons est-elle le nom ? C'est ça la question. Sans trop entrer dans les détails, il va falloir quand même, et ce sera l'objet de ce 3e temps, essayer de tenter de nommer la chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de populisme? Est-ce qu'on parle de mouvement réactionnaire? Est-ce qu'on parle de force d'extrême droite? Est-ce qu'on parle de mouvance autoritaire? Oui, on parle de tout ça, mais finalement, en parlant de tout ça, est-ce que l'on parle de la même chose? Point d'interrogation. Voilà, donc vous avez le programme. Si tout va bien, on essaiera de s'arrêter une demi-heure avant la fin pour que vous puissiez, bien sûr, poser vos questions. Et je passe tout de suite la parole à Béatrice Hiblin. Merci. Bien, bonjour à tous. Je reprends ce que vient de dire Boris. Plaisir de retrouver Saint-Dié, de retrouver le FIG. Lui, il n'y a que 4 fois qu'il est venu déjà. Moi, je crois que je suis venu au premier FIG. Donc, voilà, j'ai l'avantage d'avoir des cheveux blancs et une longue histoire avec le FIG de Saint-Dié. Donc, merci à vous. Et si vous êtes aussi nombreux, c'est parce qu'effectivement, ce sujet est préoccupant. Et quand Boris Grésillon dit il y a 10-15 ans, non, c'est beaucoup plus long que ça. C'est peut-être vrai pour l'Allemagne. C'est effectivement à partir du moment 2015, mais donc une dizaine d'années, mais déjà peut-être il y avait des mouvements d'extrême droite en Allemagne, mais qui n'avaient pas la notoriété et le succès de l'AfD. Mais en France, l'histoire est bien plus longue, beaucoup plus longue. En France, le réveil du Front National, c'est il y a 50 ans. Je dis bien 50 ans. L'une des premières affiches du Front National en 1978, 1 million de chômeurs, 1 million d'immigrés en trop. C'était ça leur première affiche. En 81, c'était 2 millions. Et en 83 ou 84, c'était 3 millions. C'était la même affiche qu'on reprenait avec cette augmentation-là. 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés en trop. Donc, c'est une longue affaire. Et la France a été peut-être, avec regret, précurseur là-dedans. Mais on l'avait aussi en Belgique, à peu près à la même période. Et puis, on a eu les Pays-Bas, qui ont été aussi un peu plus tard, mais avec un mouvement d'extrême droite. Et le numéro d'Hérodote que j'ai piloté sur l'extrême droite en Europe, c'est à la fin des années 90. Donc c'est pour vous dire que cette question-là, elle est maintenant très ancrée. Donc si on peut encore parler de montée, oui sans doute, mais c'est une montée avec des bases qui sont maintenant très solides. Et on arrive, et vous le savez tous, avec un Rassemblement national qui, dans tous les sondages, quels qu'ils soient, s'annonce à 33, 34, 35% des voix, et de loin le premier parti désormais en France. L'AfD a fait une percée d'une puissance et d'une rapidité que personne n'avait annoncé à ce niveau-là. Rentrer au Bundestag
sur un laps de temps extrêmement court, présente dans des landeurs. Donc il y a un phénomène extrêmement important. Et ce qu'a dit Boris, c'est que tout le monde est touché. On va me dire non, pas l'Espagne. Ben, l'Espagne, si vous faites attention avec un parti qui s'appelle Vox, vous vous rendrez compte que l'Espagne, ça peut très vite sauter. Ça ne sera pas tout à fait la même chose, parce que s'il y a des points communs, chaque situation est aussi singulière. Et ça, c'est tout à fait important. Donc ce phénomène touche l'Europe, pas que l'Europe, on y reviendra sans doute avec Luca. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis. C'est un mouvement qui est un mouvement profondément réactionnaire. Il fait partie de la mouvance réactionnaire. Est-ce qu'on doit dire que c'est de l'extrême droite ou pas? Est-on dans une démocratie illibérale dans le pays qui fut le modèle de la démocratie, qui fut l'exemple de ce qu'était qu'une démocratie? Si on prend la France et les États-Unis, deux vieilles démocraties de la défense des droits de l'homme et de la liberté, toutes deux sont atteintes par cette même maladie. Donc c'est un processus, un mouvement politique profond. Puis je vais me décentrer parce que je vais aller regarder du côté de l'Inde. En Inde aujourd'hui, avec Modi, on a effectivement un discours nationaliste, lui aussi qui repose sur, j'allais dire, une exclusion de ce qui n'est pas hindou, c'est-à-dire les musulmans, qui représentent quand même 160 millions de gens en Inde, et sur ce même type de mode de fonctionnement, du repli sur soi, d'une forme de citoyenneté qui soit ou religieuse ou ethnique. Elle peut difficilement être ethnique en Inde parce que c'est un pays tellement pluriel que c'est compliqué, mais c'est comme si, d'une certaine façon, le droit du sang prenait le pas sur ce qui était le droit du sol. C'est-à-dire la France citoyenne, une nation de citoyens. La France est une nation politique dès 1789. Et comment cette nation de citoyens peut être fragilisée par tout un discours qui devient un discours sur l'identité nationale, sur l'identité, les racines de la nation, les racines de ce qui est la culture judéo-chrétienne européenne. On voit tout ça revenir. Alors, comment ça s'explique? Parce qu'à la fois, on a eu, prenons dans le cas de la France, on a eu beaucoup de gouvernements de gauche. Alors on va dire, ah oui, mais c'était pas la vraie gauche. Si on a vu la vraie gauche, ça serait pas comme ça. Non, non. Il faut dire ce genre de choses. La gauche révolutionnaire, c'est bien gentil. Les lendemains qui chantent, c'est bien gentil, mais ils chantent très rarement. Très, très rarement. Donc il faut se méfier. Donc, et le discours d'une gauche révolutionnaire est un discours qui est aussi démagogique. J'y reviendrai parce que c'est important, on va parler de la droite, mais il faut faire attention quand nous allons préciser les populismes, les mouvements réactionnaires, nous y reviendrons. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là dans ce qui touche particulièrement les pays occidentaux qui se croyaient démocrates à jamais? Alors, démocratie pas parfaite, mais tellement mieux que ce qu'on peut avoir à des tas d'autres endroits, qui se croyaient démocrates et au fond à l'abri de la guerre. La guerre, c'était ailleurs. Même si, dans les années 90, on a quand même eu la guerre dans les Balkans, qui n'était pas si loin que ça de chez nous, mais c'est comme si on l'avait effacée. On a redit après, la guerre revient sur le continent européen avec l'invasion par la Russie, par l'armée russe de l'Ukraine. On avait la mémoire courte, parce que 30 ans avant, c'était bien sur un territoire européen que la guerre se passait. Et pour de la défense du territoire. Et un territoire qui n'avait pas des ressources minières extraordinaires, qui n'avait pas de ressources pétrolières faramineuses. Qu'est-ce que c'est les Balkans pour une part? C'est de la moyenne montagne, dans laquelle il n'y a pas des richesses fabuleuses. Vous n'avez pas des plaines équivalentes à la Beauce, par exemple. Non, pas du tout. Et pourtant, on est prêt à mourir. On est prêt à mourir pour défendre ce territoire. Et ça, c'est un phénomène important. C'était l'idée que le territoire de la nation
le territoire de la patrie, mérite cet engagement, on va dire, militaire, guerrier. Ce qui a surpris énormément, la Yougoslavie pouvait éclater et tomber dans un affrontement, parce que ça a quand même représenté plusieurs centaines de milliers de morts. Hein, c'est pas rien, c'est sur un laps de temps un peu court. Et puis, il a fallu une intervention non décidée d'ailleurs par l'ONU, mais les États-Unis ont décidé d'intervenir, ce qui a fait d'ailleurs une rupture avec la Russie. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais on se trouve dans une situation où en fait, sur les nœuds de cette crise des Balkans, rien n'est réglé. Le Kosovo, ce n'est pas réglé. La Bosnie-Herzégovine, ce n'est pas réglé. Et ça pourrait repartir. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ce retour, y compris nous dans nos sociétés démocratiques, pour qu'on ait autant de nos concitoyens qui pensent que ça sera mieux si on a le Rassemblement national au pouvoir. Parce qu'on en est là. Et on ne les a pas essayés, on pourrait peut-être les essayer, on verra, c'est peut-être mieux avec eux au fond. Hein. Pensant mettre Premier ministre un Jordan Bardella qui n'a jamais été élu autrement qu'au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été confronté véritablement à une élection. Il n'a jamais été maire, il n'a jamais été conseiller général, enfin départemental. Bon, il n'a pas été député. Vous allez me dire, on a bien eu un président de la République qui n'avait rien eu de tout ça. Oui, mais c'est vrai. Mais bon, les coups de poker ne se reproduisent pas forcément. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a ça? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui me semblent communs. C'est les effets négatifs de la mondialisation. Cette mondialisation qui démarre dans les années 90, il faudra expliquer pourquoi, mais on n'a pas le temps, qui démarre dans les années 90, va avoir des effets extrêmement positifs pour une partie du monde. En particulier, on a sorti de la famine avec la mondialisation des centaines de millions de gens, ce qui n'est pas rien. La Chine joue un très grand rôle dans cette affaire-là, bien sûr. C'est-à-dire que le démarrage économique de la Chine a sorti de l'extrême pauvreté, de la famine, un grand nombre de Chinois. Mais pas seulement de Chinois. C'est valable dans le cadre de l'Asie. Asie du Nord comme Asie du Sud-Est. Ça, c'est un point important. Donc, il y a eu des effets bénéfiques à la mondialisation pour certains. Mais on a totalement sous-estimé les effets négatifs pour les classes moyennes et populaires des pays occidentaux. C'est-à-dire que cette mondialisation s'est traduite pour eux par des pertes d'emplois, parce qu'on a fermé des usines, on les a délocalisées, avec une main-d'œuvre extrêmement peu chère, donc ça valait la peine, et des marchés qu'on supposait très importants. On a eu l'intégration, enfin je dirais, de l'Europe de l'Est après la chute du mur en 90, qui a pris un moment, puisque ça n'intégrera l'Europe qu'en 2004. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est une concurrence qui joue sur les pays, on va dire, de l'Europe de l'Ouest, ou les pays qui sont à l'origine de la communauté économique, comme on l'appelle à l'époque, et qui vont, pour beaucoup d'entreprises, délocaliser les industries automobiles qui vont se délocaliser en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne. C'est la peur qui est arrivée à un certain moment du fameux plombier polonais qui allait prendre tout parce qu'ils auraient trop d'avantages. Et cette situation, je pense que les politiques, en particulier de gauche, ont sous-estimé les conséquences très négatives que ça avait pour la population qui était directement touchée. Et ce sont les classes ouvrières qui ont été touchées les premières. Et je pense qu'il y avait des signes alarmants dans le cas de la France qu'on n'a pas vus. C'est 1992, c'est le référendum que décide François Mitterrand, qui est de reconnaître au fond qu'on va aller plus vers l'Europe, qu'on va avoir une Europe plus intégrée. Et on part avec un avantage énorme pour le oui, qui va se réduire. Et en fait, le oui l'emporte.
mais de justesse. Et si vous regardez une carte électorale, grâce au vote de la Bretagne et grâce au vote de l'Alsace. Pourquoi? Deux zones à régionalisme fort qui voyaient dans l'intégration de l'Europe une possibilité d'avoir une plus grande liberté et donc étaient extrêmement favorables à l'Europe à ce moment-là. Mais si vous prenez une région comme le Nord-Pas-de-Calais, qui bénéficiait pourtant beaucoup de l'Europe, avec le tunnel sous la Manche, le non l'emporte de façon massive, très massive. Ça, c'est un premier signe. Le deuxième signe qui est important, c'est 2005. La Constitution, où les Français refusent la Constitution européenne, écrite sous la plume, enfin sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui est quand même un Français qui tient le crayon à ce moment-là, et néanmoins, ça va être le non. Alors, on va contourner l'affaire avec le traité de Lisbonne, et puis, pour finir, la France va ratifier. Mais je pense que c'est des signes qui montraient déjà combien la population était préoccupée de cette ouverture, de cette concurrence qu'elle estimait déloyale. Et il faut dire que c'est le Front National qui a senti le premier les risques qu'il y avait, ou tout au moins l'avantage qu'il y avait à commencer à taper là-dessus et à marteler cela. Et je crois que le point commun, vraiment, qu'on a dans tous ces pays européens, c'est de cette montée de l'extrême droite, c'est d'abord le refus de l'immigration comme bouc émissaire. Sur le plan rationnel, ce n'est absolument pas rationnel de rejeter l'immigration de cette façon, mais la peur, la crainte, le sentiment d'être dépossédé fait qu'on voit dans l'étranger la source de tous nos malheurs. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, elle a déjà abordé les trois temps de la table ronde. Et c'est très bien parce qu'en fait, du coup, on est forcément au cœur du débat. J'aimerais bien interroger Luca sur l'Italie, tout en précisant qu'il n'est pas ici comme représentant du cas italien, loin de là. Mais forcément, voilà, on vient beaucoup de parler de la France, on a envie d'entendre un peu parler, par exemple, de l'Italie de Meloni, et surtout comment on en est arrivé là. Luca. Merci. Bonsoir à tous. Je vous prie d'excuser mon français qui est assez approximatif, mais je vais faire un effort pour me faire comprendre. Et merci aussi à la direction scientifique du festival et à l'organisation magnifique. Pour moi, c'est la première fois ici à Saint-Dié et j'aime bien ce festival. Oui. Bon. Alors, en Italie, le gouvernement Meloni s'approche très vite à son troisième année au gouvernement, ce qui constitue les troisième cas de longueur d'un gouvernement en Italie. On a eu des gouvernements qui sont durés un peu plus longs, qui étaient un peu plus longues, mais Meloni, pour l'instant, les approche. Même si dans ces jours, hier, je suis arrivé ici à travers une grève générale déclarée sur la question de Gaza et de la flottille, mais qui, bien sûr, n'exprimait pas seulement les sentiments de beaucoup du monde vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, mais aussi c'était une tentative d'attaquer le gouvernement. Bon, il faut dire que même si Meloni est une chef du gouvernement de droite, elle se trouve au pouvoir grâce à Berlusconi, qui était l'homme qui au début l'avait lancé. Et plus récemment, grâce à Draghi, qui n'est pas un homme d'extrême droite. Et Draghi
après avoir été le chef de gouvernement en Italie, comme il n'avait pas été élu président de la République, il voulait s'en aller. Et donc, Meloni lui a prêté la solution. Et bien sûr, dans cet échange, Meloni devait continuer l'agenda de Draghi. Donc, il faut dire que même si ses origines et sa politique a été assez liée, au moins en contact aussi avec des éléments des extrêmes droites italiennes, Meloni a été assez intelligente pour ne pousser pas trop, mais plutôt pour cacher cet élément de l'extrême droite et a poursuivi l'agenda de Draghi. Donc a fait une action assez centriste, on pourrait dire, plutôt équilibrée. Bon, il y a encore 2 ans avant les prochaines élections, et donc on a toutes les possibilités de voir d'autres dommages. Mais pour l'instant, il faut dire que les dommages ont été assez limités. Le gouvernement de Meloni, comme vous savez, a 3 partis, à la collaboration des 3 partis. C'est le parti de Fratelli d'Italia, que c'est le parti qu'elle avait fondé et qui recueille aussi ce qui reste de l'ancienne itinéraire de la droite fasciste. Mais pas seulement ça. On a la Lega de Salvini, qui est tout à fait différente de la Lega Nord de Bossi qu'il y avait avant, le 2017. Et je vais retourner sur ça. Et puis, on a Forza Italia, qui était le parti de Berlusconi et maintenant a été décapité. Et donc, Tajani a beaucoup moins de charisme et de force. Donc, ce qui est vraiment d'extrême droite en ce moment, c'est plutôt Salvini. Mais sa réputation, depuis le 2017, a été beaucoup damagée. Et donc, il est en train de pousser un nouveau chef pour la Lega, qui est le général Vannacci, une militaire qu'ils sont en train de construire comme personnage en vue de les proposer dans les prochaines élections, comme comme les leaders, la façade de la Lega. Alors, quel est le problème? La Lega, bien sûr, vous savez, c'était un parti localiste qui soulignait au début l'absence des considérations que Rome avait pendant les années 80 pour Milan et pour le nord-est italien. Donc, mais ça, c'était seulement l'histoire de l'Italie du Nord, et c'était une histoire assez liée aux forces économiques de l'Italie du Nord. Avec Salvini, la Lega a pris une dimension nationale. Donc, elle n'est plus contre le sud d'Italie, elle n'est plus contre Rome, mais elle est devenue un parti vraiment de droite, et c'est le parti qui a plus à utiliser la question des migrations et des frontières. Et on l'a vu pendant les premiers gouvernements Conte, quand Salvini était le ministre de l'Intérieur, et il bloquait les navires qui avaient sauvé les migrants de la Méditerranée. Donc, au dehors du droit maritime, international et tout ça. Mais, comme vous avez bien souligné, on peut voir cette question de migration comme un indicateur de force de ce
a été appelée cette internationale réactionnaire. Car il faut comprendre que, je crois, la droite qu'il faut se méfier maintenant, c'est une droite qui cherche d'imposer une vision internationale en agissant dans chaque pays avec des antennes locales. En Italie, l'antenne locale, c'est Salvini. En France, on sait que pour les élections du 2017, cette même internationale réactionnaire avait essayé avec Marine Le Pen. Et pour les prochaines élections italiennes, on verra sûrement ce type Vanacci, qui est un phénomène construit, tout à fait créé artificiellement. Et donc, il faut prendre conscience qu'il y a des forces qui manipulent la psychologie et les sentiments et même la condition socio-économique réelle d'une partie de la population pour obtenir leur vote et pour aller au pouvoir, pour faire leur agenda qui ne va pas donner les réponses que le monde, que les électeurs qui avaient été promis aux électeurs. En 2016, tout ça a commencé avec le Brexit, le référendum sur le Brexit, bien sûr, et avec les élections de Trump aux États-Unis, la première fois. Et après, on a découvert que la campagne de l'UKIP pour le Brexit et toute la campagne électorale de Trump avait été confiée à un personnage qui s'appelle Steve Bannon, qui avait été sponsorisé par un couple de milliardaires, les Mercer, et il avait développé un arsenal de technologies construites exactement pour convaincre, pour pousser dans la direction que leur intéressait cette partie de l'électorat qui était indécis. Comment est-ce que fonctionne cet arsenal? Je me réfère au scandale de Cambridge Analytica, bien sûr. Mais cette société, qui était une société de consulance, soit pour le Brexit, soit pour l'élection de Trump, originait d'une autre société qui, pendant la guerre au terrorisme, était spécialisée dans la recherche online des potentiels individus qui pouvaient être recrutés par les fondamentalistes islamistes dans le terrorisme. Dans ce type de recherche, quelqu'un, à un certain point, a compris qu'il pouvait bouleverser complètement la perspective et donc produire les fondamentalismes et les fondamentalistes qui leur intéressaient. Et ça, c'est ça qui s'est réalisé avec Cambridge Analytica. Ils ont utilisé, bien sûr, les mêmes techniques du marketing contemporain, mais évolué. Donc, ils ont fait une récolte des données personnelles parmi les réseaux sociaux, toutes ces données qu'on laisse, les traces qu'on laisse dans nos interactions avec Facebook, avec Instagram, avec X, et vous savez bien, TikTok et tout le reste. Toutes ces traces digitales
peuvent être élaborés avec des instruments d'intelligence artificielle, de machine learning, pour reconstruire les profils sociopsychologiques de l'entier électorat d'un pays. Juste, pardon, là-dessus, juste le cas, parce que ça m'y fait penser. J'ai complètement dans ton sens, juste une incise par rapport à l'AfD en Allemagne. On s'est longtemps interrogé sur le succès phénoménal de l'AfD, et en fait, on a juste oublié une chose, c'était que l'AfD avait été le premier parti, et de loin, alors que c'est un tout jeune parti, à investir le champ des réseaux sociaux. Et l'AfD est très présente en fait, et depuis le début, très présente sur TikTok, très présente sur Instagram, très présente sur YouTube, donc c'est vraiment sur les réseaux utilisés par les jeunes. Je ne dis pas du tout que ceci explique cela, mais il se trouve que lors des dernières élections fédérales en Allemagne, donc en février 2025, et là aussi, les gens n'en revenaient pas, l'AfD était le premier parti des jeunes de 18-25 ans, en tout cas dans la partie orientale de l'Allemagne. Juste, alors si je peux rebondir aussi sur autre chose, ce qui est quand même assez troublant à vous écouter et puis à réfléchir moi-même, c'est de se dire que finalement, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez évoqué l'un et l'autre sur les causes qui nous permettent quand même d'expliquer cette fameuse montée des extrêmes. Ce qui est un peu troublant quand même, c'est qu'on voit bien qu'il y a deux formes d'extrêmes, si j'ose dire. Il y a l'extrême à l'italienne ou à la française, qui essaye finalement de polir un peu son discours pour apparaître presque, ton expression était étonnante, presque comme un parti centriste. Enfin, quand même, c'est incroyable de dire ça, mais c'est effectivement une stratégie. Et puis il y a la stratégie inverse, qui est celle de l'AfD justement, mais aussi de Geert Wilders en Belgique. C'est-à-dire la stratégie qui consiste à cliver toujours plus, toujours plus. Ce sont des partis qui s'extrémisent eux-mêmes. Et là où c'est troublant, c'est que dans les deux cas, ça marche. Dans les deux cas, ça marche en fait. C'est visiblement des recettes qui finissent par marcher. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous partagez mon analyse ou... Je suis tout à fait d'accord sur le rôle et la manipulation qu'il y a pu y avoir, en particulier pour pousser le partie de l'électorat à voter le Brexit. On sait comment ça s'est passé, on sait comment ça s'est fait. Mais cette montée de l'extrême droite, comme j'ai essayé de vous le dire, elle ne repose pas seulement sur de la manipulation et sur des réseaux sociaux. Dans la mesure où j'ai rappelé que c'était quelque chose qui était ancien, bien avant les réseaux sociaux. Alors, je vous rappelle la date de la première affiche du Front National, 1978. Et là, on ne parle pas de réseaux sociaux à ce moment-là. On ne parle pas de données qu'on va manipuler. C'est pas ça qui se passe. Mais c'est important de comprendre comment, sur cette inquiétude, ce sentiment de déclassement, cette peur de la mondialisation et de la délocalisation, j'allais dire des mauvais génies avec les outils que permettaient, entre autres, les réseaux sociaux, ont pu effectivement faire basculer la proportion d'indécis qu'on pouvait avoir et de tromper un certain nombre de gens. C'est là où on est sur une situation qui est dangereuse. Et on voit bien, et c'est pour ça que ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement important pour nous, parce que très souvent, on importe ce qui se passe aux États-Unis avec 2 ou 3 ans de distance. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis est tout à fait essentiel. Qui a revoté, parce que ils avaient déjà fait une première fois en 2016, qui a revoté et massivement Trump, parce qu'il a eu beaucoup plus de voix qu'en 2016. En 2016, il était minoritaire en voix, majoritaire en nombre d'électeurs, puisque c'est le système aux États-Unis, mais cette fois-ci, il était majoritaire en voix. Or, il avait clairement annoncé ce qu'il ferait. Et il a été réélu après ce qu'on appelle un coup d'État. Ce n'est pas autre chose que ce qui s'est passé au Capitole. Et qu'on a quand même eu une justice aux États-Unis qui n'a pas su condamner ce coup d'État. Donc la situation est donc extrêmement grave.
On est aujourd'hui aux États-Unis dans une démocratie illibérale. Et tous les contre-pouvoirs, ceux dont ils étaient si fiers aux États-Unis, sont en train d'être laminés. Il reste peut-être l'armée, et j'en suis pas sûre. Il vient d'y avoir, par le ministre de la guerre, qui n'est plus le ministre de la Défense, on l'appelle le ministre de la guerre, qui est quand même un ancien journaliste de Fox News, hein, et qui avait devant 800 généraux, a tenu un discours il y a 3 jours, qui est un discours extrêmement préoccupant. Donc, cette extrême droite, en ce moment, elle est confrontée, et nous sommes confrontés, à des attaques extrêmement préoccupantes qui sont des attaques de notre démocratie. C'est pour ça que l'extrême droite que nous avons en ce moment, je pense même au Rassemblement national, joue la carte de la démocratie. On s'était dit, avec notre système électoral, ils n'auront jamais beaucoup de députés. C'est faux. Si on dissout prochainement l'Assemblée, ils n'auront sans doute pas une majorité absolue, mais ils seront beaucoup plus nombreux encore. Donc, mais c'est le jeu démocratique, on peut pas... Ou alors on interdit le Front National, ou comme on pense à interdire l'AfD en Allemagne. Bon, mais c'est pas parce qu'on casse le thermomètre qu'on n'a plus de fièvre. Bon, donc c'est pas parce qu'on interdira que les gens ne continueront pas à penser forcément la même chose. Donc c'est une vraie préoccupation pour nous que cette montée-là. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui fait qu'on en soit là? Moi, c'est ma grande interrogation. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à contrecarrer ça? Alors, je suis d'accord avec Luca, il y a un certain nombre de mauvais génies qui savent, eux, très très bien utiliser un certain nombre de choses, mais c'est parce qu'ils trouvent un terreau sur lequel ça marche. S'il n'y avait pas ce terreau-là, ça ne fleurirait pas de cette façon-là. Donc, je crois qu'il y a des réactions systématiques. Dénigrer les élites. Nous en sommes. On fait partie des élites intellectuelles. Bon, on n'est pas des élites financières, rassurez-vous, mais on est des élites intellectuelles. Les élites contre le peuple. Mais c'est quoi le peuple? Moi, je revendique d'appartenir au peuple français. Je suis aussi membre du peuple français. Mais ce discours populiste, et c'est là où je reviens du danger d'une extrême gauche comme d'une extrême droite, c'est un discours qui joue les élites contre le peuple. Or, ceci est extrêmement dangereux, vraiment très très dangereux, dans la mesure où c'est de la démagogie pure. Faire croire qu'on rasera gratis demain, qu'on peut prendre la retraite à 60 ans et que tout ira très bien alors qu'on est sur une chute démographique. Toutes choses qui sont irrationnelles. Et que dès qu'on est un peu rationnel, on sait que les choses vont changer. On est, si on veut bien admettre aujourd'hui, notre modèle de nos valeurs démocratiques est attaqué tant par l'Ouest, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec un Steve Bannon, qui est intervenu en Italie, qui est intervenu en Belgique, qui est intervenu en France, bien évidemment, hein, pour pousser dans le sens qu'il voulait. Donc nous sommes attaqués à la fois à l'Ouest et nous sommes attaqués à l'Est, dans la mesure où, pour quelqu'un comme Poutine, mais derrière comme quelqu'un comme Xi Jinping, le modèle de ce que nous sommes, démocratique, avec de la liberté, est un modèle qu'il faut absolument combattre. Il faut le combattre parce que c'est un modèle qui est attractif. La Géorgie, elle a envie de rejoindre l'Europe. 2008, on joue les fractures entre l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. On fragilise ce tout petit pays. La Crimée, 2014. Et nous ne réagissons pas. Nous ne bougeons pas en 2008. Sarkozy était tout content d'être allé voir, il était à la tête de l'Europe à ce moment-là, d'être allé voir Poutine et de dire j'ai arrêté la guerre avec mes petits bras. Bon, on voit très bien ce que ça en est. Et aujourd'hui, la Géorgie, par des élections, est en train de passer sous le contrôle total de la Russie. La Crimée, 2014, on ne bouge pas vraiment. L'accord de Minsk avec Angela Merkel, bref, on essaye un peu de faire quelque chose, mais on ne réagit pas. Et puis ce sera 2022.
Et à 2022, là, on commence à bouger. Mais lentement, très doucement. Parce que si on bouge, ça veut dire qu'il faut qu'on change beaucoup de choses aussi chez nous. Et donc, cette extrême droite, séduite par Poutine, séduite par Yves Bannon, séduite par des modèles, j'allais dire, non autoritaires. Voilà. Et quand vous voyez dans un sondage comment les jeunes entre 18 et 25 ans sont plus de 30% à trouver qu'au fond un régime autoritaire, ce serait bien, eh bien franchement, il y a de quoi être extrêmement inquiet. Réveillons-nous. Oui. Il y en a qui disaient « Indignez-vous », vous vous souvenez? Stéphane Hessel, il y a quelques années, « Indignez-vous », tout le monde l'a lu, ce livre, et en fait, on n'est pas si nombreux que ça à s'être indignés. Et aujourd'hui, Béatrice Gibelin, avec toute l'expérience qu'elle a, nous dit « Réveillons-nous ». Voilà. Donc, vous avez la parole. Toutes les questions sont les bienvenues. Et nous essaierons d'y répondre. Je vois quelqu'un là-bas qui lève le doigt. Je ne sais pas s'il y a... Normalement, il y a un micro dans la salle, mais alors, nous, on ne vous voit pas, hein, donc je ne sais encore pas du tout. Je sais encore moins s'il y a peut-être quelqu'un du FIG, un technicien, quelqu'un. Normalement, il y a quelqu'un, mais... Ah ben voilà. Ça arrive. On aurait pu prolonger. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très éclairantes. J'avais envie de rebondir en premier lieu sur une chose qui a été dite tout à l'heure et sur laquelle j'aimerais peut-être avoir un peu plus d'avis, qui est le mécanisme qui est fabriqué par l'extrême droite sur le populisme, sur la démagogie, sur le combat contre les élites et le fait de vouloir mettre en face les élites et le peuple. Et vous avez brièvement parlé de la gauche et de la façon dont la gauche, quelque part, devrait aussi être source de méfiance dans la mesure où elle aurait en tout cas une base commune avec ces outils-là. Est-ce que vous pourriez développer ce point? Je pense que c'est super intéressant. Oui, et puis c'est super important. Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans un discours d'extrême gauche, la volonté de ne pas prendre en compte la réalité de ce qui nous menace. Par exemple, sur la guerre en Ukraine, le discours de l'extrême gauche est de plus en plus mais la paix, pas la guerre. On devrait cesser d'armer l'Ukraine. Au fond, c'est les Européens qui veulent la guerre. C'est-à-dire c'est un discours que tient Poutine et qu'on commence à voir apparaître désormais dans le discours de l'extrême gauche française. Pas Mélanie. Mélanie tient un discours pro-Ukraine et pro-défense de l'Ukraine. Je ne sais pas pour combien de temps, mais pour le moment, c'est ça. Et prendre ce discours-là, le discours de la paix qui apparaît de plus en plus, en disant, mais enfin, on n'a pas d'argent pour l'école, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, et alors on réaugmente le budget militaire. On l'entend, ça. On ne l'entend pas à droite, on l'entend à gauche. Or, ce discours-là, ça veut dire qu'on admet la loi du plus fort. C'est-à-dire que les valeurs sur lesquelles on a construit l'Europe, alors l'ADN de l'Europe, c'était la paix. Donc il faut, j'allais dire, un grand changement mental pour regarder les choses en face. Mais pour ma part, mais on peut ne pas partager mon point de vue, je pense que c'est extrêmement dangereux de céder à Poutine aujourd'hui. Quand on voit comment il a éliminé tout ce qui était liberté possible, que ce soit dans les intellectuels, quand on voit l'émigration des jeunes formés russes, bon, quand on voit comment il n'a aucun scrupule à faire abattre comme de la chair à canon un nombre de jeunes parce qu'ils sont sortis de prison, parce qu'ils viennent de régions très très lointaines, et puis on va donner un pécule aux parents et ça ira bien comme ça. Je vais dire, mais c'est pas nos valeurs, ça. Et l'idée, c'est que l'Occident, ça suffit.
que l'hégémonie occidentale, c'est terminé, que ce qui a été fait après 1945, ça va bien. Et il trouve derrière ça quelqu'un qui partage exactement son point de vue, c'est Xi Jinping. Pour Xi Jinping, il est extrêmement important que notre modèle, que notre façon de voir les choses, que notre démocratie, que nos libertés ne soient pas le bon modèle. Parce que je redis, c'est un modèle attractif. C'est pour ça qu'il n'est pas question que l'Ukraine bascule du côté de l'Europe. Parce qu'à ce moment-là, on verra comme c'est bien d'être du côté de l'Europe. Donc non, ça on n'en veut pas. La Géorgie, pareil. Et c'est là où on est sur quelque chose de tout à fait fondamental pour moi. Et je suis vraiment très préoccupée que ma famille politique d'origine, qui est la gauche, ait aujourd'hui un discours qui soit un discours pseudo-pacifiste. Car je le trouve extrêmement dangereux. Oui, merci beaucoup pour cet échange. Moi, depuis 2-3 ans, il y a une grande angoisse qui monte en moi vis-à-vis de la concentration des médias par l'extrême droite et les milliardaires conservateurs d'extrême droite. J'aimerais beaucoup que vous réagissiez à ce sujet, au récit alternatif qui est développé, que ce soit dans les médias audiovisuels comme papier. Je crois qu'on a un exemple avec l'Italie. Oui, bien sûr, la concentration des médias par quelques milliardaires qui ont une certaine idéologie et qui pèsent lourd dans le débat. Et je pense que vous avez connu ça et qu'on est en train de le connaître. Bien sûr, c'était les dictatures de l'entre-deux-guerres qui avaient commencé à utiliser, à manipuler les médias et les masses à travers les médias. Bien sûr, aujourd'hui, on a une situation beaucoup plus grave et sophistiquée en même temps, car on a la possibilité d'identifier en détail les individus, leurs idées, leurs peurs, leurs incertitudes, et donc délivrer à ces individus comme des cibles les messages qui normalement sont des fake news, des messages fausses, de propagande, pour les pousser dans la direction qui nous intéresse, pour les convaincre à voter. Donc tout ça va faire exploser la démocratie. Et c'est plus la question du quatrième pouvoir. On est au-delà de ça. Et donc il faut s'équiper. Et une des choses qu'on peut faire, c'est d'apprendre à reconnaître la propagande et la distinguer de l'information, car la propagande, normalement, utilise ce mécanisme que vous avez dit, les mécanismes nous contre eux. Le nous peut changer, ce sont les Français, les Italiens, les Américains, n'importe qui, mais l'autre, chaque fois, il y a une autre qui devient on dit capro espiatorio en italien. Bouc émissaire. Ok, merci. De tous les problèmes, de toute l'agressivité. Et donc, il semble que c'est la solution de tous les problèmes qu'on a. Et bien sûr, comme vous avez bien dit, c'est aussi une formule de simplifier une complexité croissante qui est déjà compliquée à comprendre pour les experts, pour ceux qui travaillent sur ça. Donc, quand on voit une propagande qui nous dit qu'il y a nous contre eux et il n'y a pas rien entre les deux choses, il n'y a pas de pluralisme,
il y a seulement les bons et les mauvais, on doit soupçonner, Bien sûr, se méfier. se méfier. Mais la question que vous posez, monsieur, est extrêmement importante parce qu'on voit bien, on va citer Bolloré, hein, qui est en train de mettre la main sur un certain nombre de journaux, de télévision et de radio, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Bon, il y a aussi ce Cato intégriste, ce terrain, avec ses smartbox là, qui est quelqu'un qui est aussi éminemment dangereux. Il vient de rentrer au capital d'une revue qu'on connaît, qui est Valeurs Actuelles, bon, qui n'est pas du tout une revue de gauche, comme vous le savez, mais est présente dans ces médias, même si ces médias sont beaucoup moins regardés que les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein, la télévision n'est plus, elle est regardée par des gens d'un certain âge, elle n'est plus regardée par les jeunes. Les jeunes ne passent plus par là. Mais c'est une vraie question. Et seule l'éducation peut avoir un rôle important. C'est-à-dire que c'est là où la qualité de l'école et le temps à passer par l'école dans la formation à j'allais dire, savoir gérer l'information, ce qui est extrêmement difficile. C'est facile à dire, ça sera extrêmement difficile à faire, et de mon point de vue, c'est vraiment quelque chose qui est éminemment dangereux. Éminemment dangereux, car on est sur une vraie volonté d'un mouvement alors réactionnaire au sens vrai du terme, hein, du retour en arrière, soit avec des valeurs qu'on va dire judéo-chrétiennes, hein, contre l'homosexualité, contre alors, le transgenre encore pire, et qui est véritablement une vision conservatrice, totalement conservatrice de ce que doit être la société. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Et on voit des choses un peu comme monter un peu comme ça en France aussi. Marion Maréchal, son discours, c'est ça. Et ça n'empêche pas d'être élue. Elle était présente à l'investiture de Trump, ainsi que Zemmour et sa compagne Knafo. Bon, on est quand même sur des terrains qui sont vraiment très dangereux. Alors je me dis qu'un pays comme la France, qui est laïque, quand même profondément sécularisé aussi, nous ne sommes pas dans le milieu des évangélistes américains. C'est pas pareil. Peut peut-être résister, puis c'est le pays du siècle des Lumières, de la rationalité, bon, on se rassure comme on peut, vous allez me dire, mais c'est quand même important, hein, c'est quand même important, et je crois qu'il y a vraiment un travail de fond à faire, et par exemple, une assemblée comme la vôtre, le débat qu'on peut avoir, comment on va aller ensuite, j'allais dire, porter la bonne parole. Oui, il faut porter la bonne parole, c'est extrêmement important. Et moi, je crois profondément à l'école, toujours. Merci beaucoup, Béatrice. Évidemment, je ne risque pas de te contredire, parce que je suis un enseignant passionné et convaincu du rôle, peut-être même effectivement plus que jamais, que doit jouer l'école. D'ailleurs, dans les deux choses que vous avez dites, hein, l'éducation aux médias, on est obligé de la faire, cette éducation, enfin, dans la mesure de nos pauvres moyens, c'est toujours le problème. Et puis deuxièmement, tout simplement, l'éducation tout court au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire aussi à une forme d'engagement, hein, citoyen, parce que je pense qu'on n'a tout simplement plus tellement le choix, en fait. Bon, c'est mon avis personnel. Des questions peut-être? Oui. Encore deux ou trois? J'aurais voulu savoir, madame, ce que vous pensez, en fait, parce que vous avez parlé des États-Unis comme d'une démocratie illibérale. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de Paxton qui, lui, parle de néofascisme, en fait, c'est-à-dire qu'il va quand même au-delà. Donc, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à cette appellation. Et j'aurais voulu savoir, pour tous les trois, est-ce que vous considérez, parce que l'un de vos thèmes, c'était de quoi tous ces mouvements sont-ils le nom, est-ce que vous considérez que finalement, il y a une internationale réactionnaire, une internationale d'extrême droite, et est-ce que ces deux expressions sont synonymes pour vous? D'accord. Moi, je serais prudente sur le thème de néofascisme,
parce que le fascisme, c'est une chose bien particulière qui est née dans un pays qui s'est développé dans un certain contexte entre les deux guerres. Nous ne sommes plus avec les mêmes outils que ceux des années 30. Donc, brandir systématiquement le terme de néofascisme, post-fascisme, me semble pas très éclairant. Ça sert plus à faire peur qu'autre chose. Et moi, je pense que là, en ce moment, on n'est pas dans un fascisme aux États-Unis, on est dans une parodie, je vais dire presque, une parodie de démocratie. Voilà. Et les élections se sont déroulées, tu me diras, Hitler aussi, il a été élu avec des élections. Hein. Bon. Donc, on est d'accord. Mais on ne peut pas dire que on soit dans une impossibilité à dire un certain nombre de choses. Ça devient de plus en plus difficile. Ce qui me préoccupe, plutôt que de savoir si c'est néofascisme ou illibéral, c'est le silence des démocrates. Ça, c'est vraiment pour moi une vraie préoccupation. On est dans un silence assourdissant des démocrates. Qu'Obama ne prenne pas la parole, bon, Biden est malade, très âgé, très bien. Mais qu'on n'entende rien, on parle juste du gouverneur de Californie, mais on ne l'entend guère plus. Je me dis, mais tous les Américains ne sont pas tombés dans l'escarcelle de Trump. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Donc, je m'interroge là-dessus. Et alors, c'est là où peut-être Paxton a raison. C'est peut-être que c'est la peur qui fait qu'on se tait. Ils sont en ce moment dans un shutdown et Trump dit, je vais en profiter pour liquider toute une série de gens de l'État fédéral. Donc, peut-être que la peur, l'exercice de la peur est une forme de fascisme à ce moment-là sur la population. Et si c'est cela, on est sur cette voie-là. Et c'est extrêmement grave. Et puis, pour la deuxième question, puis je donne la parole à mes autres collègues, c'est pour moi, je pense qu'il y a effectivement un mouvement international réactionnaire qui s'organise et qui a de grands moyens. Alors, il est hétérogène, ce mouvement. Il peut aller, on va dire, de chrétiens conservateurs, traditionnalistes. Il va aller sur des nostalgiques, ah c'était mieux avant, il faudrait retourner à comme c'était un peu le discours, on va dire, du Rassemblement national en France, c'est un peu ça. Et puis quelque chose qui me semble très effrayant, c'est ceux j'allais dire, des grands ingénieurs de la tech américaine, comme Peter Thiel, l'inventeur du PayPal, et qui, eux, sont dans des discours d'une technologie futuriste dont ils pensent que c'est à eux de diriger le monde et puis à la démocratie. Voilà. Donc, et tout ça très hétérogène, peut-être, mais et dans un même mouvement que je trouve très préoccupant, d'une sorte d'international réactionnaire. Oui, je suis d'accord. Je pense que comme nom, pour moi, international réactionnaire pourrait être un bon nom. Il faut se méfier d'utiliser le mot fascisme, pas car je ne reconnais pas ce que vous avez dit, mais car c'est un mot très identifiable. Et comme on vient d'être tracé sur les réseaux sociaux, il faut commencer à faire attention aux mots qu'on utilise. J'ai un ami qui habite aux États-Unis depuis 50 ans, qui avait été, il est un journaliste, il était le responsable de la RAI de New York, de la télévision publique italienne, pour plusieurs années. Bon, il est à gauche, il écrit maintenant pour les journal Manifesto, que c'est un peu comme Libération en Italie. Et il publie sur les réseaux sociaux beaucoup d'informations de tout ce qui se passe aux États-Unis dans ces moments, qui est assez préoccupant. Et j'ai vu qu'une de ces réseaux, Threads, l'a marqué comme cet individu est soupçonné d'être un terroriste appartenant à une organisation qui s'appelle Antifa. Oui.
c'est-à-dire antifasciste. Qui vient d'être interdite aux États-Unis. Donc, on doit faire attention pas seulement à distinguer l'information de la propagande, et bien sûr l'information c'est celle qui présente plusieurs points de vue, et pas seulement une. Mais aussi faire attention aux mots qu'on utilise quand on est en ligne, bien sûr. Vis-à-vis, ça devient différent. Là-dessus, juste un commentaire, parce que si vous voulez, c'est une chose de nous inviter à nommer les choses correctement, mais il faut bien comprendre qu'au même moment, moi j'ai des collègues américains qui sont dans l'autocensure, d'accord ? Donc ils s'interdisent de nommer les choses. Parce qu'effectivement, comme le dit Lucas, sinon, en fait, ils peuvent très très vite perdre leur travail. Hein. Et ils n'ont même pas employé, vous savez, la liste de mots. Enfin, on rêve quand on voit ça. La liste des mots interdits de l'administration Trump, à commencer par wokisme. Bon, c'est même pas ça. En fait, ils font juste leur travail. Et si les chercheurs arrêtent, peut-être par peur, par autocensure, de nommer tout ça, enfin, simplement nommer les choses comme on essaye de le faire, et vous voyez que c'est pas évident. Hein. Ben là, en fait, on a déjà perdu le combat. Mais, je le dis, c'est plus facile à dire vu de France, où nos libertés, y compris académiques, sont certes menacées, mais sont quand même encore respectées, qu'aux États-Unis, où ça devient très compliqué simplement de faire son métier de chercheur, d'universitaire. Si je peux me permettre de poser une question. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour vos 3 exposés qui ont été tous les 3 très intéressants. Mais à mon avis, il manque quand même la référence au creusement historique et jamais égalé, au creusement des inégalités dans nos pays européens. Et ces inégalités qui, à juste titre, créent de la colère. Et le Front National, le Rassemblement National, a malheureusement su capter cette colère, mais pour la détourner vers une mauvaise cible, vers un bouc émissaire qui est l'immigration. Ma question, c'est est-ce qu'on pourra véritablement lutter contre l'augmentation du nombre de voix pour le Front National sans mettre en œuvre, dans notre pays par exemple, une véritable politique de gauche qui s'attaque à ces inégalités. Deuxième question, c'est est-ce que ce qui n'est pas extrêmement grave aussi de voir en Espagne, en France, c'est le rapprochement de la droite dite, de l'ancienne droite, vers l'extrême droite. Et c'est ça, à mon avis, le risque qui a été très bien exposé par Johann Chapoutot, par exemple, dans ce dernier ouvrage, Les Irresponsables, qui explique que ce qui s'est passé en Allemagne avant la venue d'Hitler, on est peut-être en train de vivre la même chose dans notre pays aujourd'hui, avec le rassemblement, avec le rapprochement qui s'opère entre la droite et l'extrême droite. Ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Et c'est pour ça que les attitudes... pourquoi ça s'est passé aussi en Allemagne ? Eh bien parce que la gauche ne voulait pas faire une coalition entre une gauche, on va dire, un peu radicale et un centre-gauche. C'est parce qu'on n'a pas voulu faire d'alliance, ni les uns ni les autres, au nom d'une certaine forme de conviction, que Hitler a pu s'engouffrer là-dedans. Donc il faut faire attention sur les oukases qu'on peut mettre sur les uns ou les autres en disant non, jamais d'alliance avec eux, pas question. Voilà, c'est trop dangereux. Si on prend le cas de la gauche française, en ce moment, on a une gauche qui a été au pouvoir et qui se dit bon, il faut sans doute mettre de l'eau dans son vin parce que de toute façon on n'est pas majoritaire et éviter le pire. Et puis on a une gauche qui dit non, pas de compromission, absolument pas, et on ira aux élections. Et ce que Mélenchon espère, c'est être au deuxième tour face à Marine Le Pen. Voilà, c'est sa stratégie et il n'y en a pas d'autre. Et je l'estime pour ma part dangereuse. Bon, ceci étant, ce que vous dites sur les inégalités ne suffisent pas à elles seules à expliquer les raisons du vote Front National. C'est plus, hélas, plus profond et plus dangereux que ça. La France est un pays qui redistribue beaucoup. C'est le pays qui redistribue le plus.
Avant les impôts, l'écart, il est, je ne sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais il est au-delà de 10. Et quand on a, après les impôts et redistribués, on est dans un écart de 1 à 3. Ce qui n'est pas le cas des patrimoines, on est bien d'accord. Mais c'est sur l'impôt sur le revenu quand je dis cela. Donc, les inégalités, oui, c'est une chose importante. Mais l'inégalité ne suffit pas à expliquer le vote du Front National. Ce n'est pas toujours les plus démunis qui votent Front National, bien loin de là. Le début du vote Front National en France, c'est 1984, aux élections européennes. Et savez-vous, là où le Front National fait ses meilleurs scores? Dans le 16e arrondissement, dans le 15e arrondissement, pas dans le 20e, pas dans le 19e. Il le fait dans les arrondissements bourgeois. C'est là que ça démarre. Et c'est en 86 qu'on commence seulement à avoir le début d'un vote Front National dans un département où j'ai travaillé plus de 30 ans, qui est la Seine-Saint-Denis. Mais ce vote Front National qui démarre en 86, c'est pas un vote de pauvres. C'est pas vrai. C'est un vote de commerçants, c'est un vote de classe moyenne. C'est déjà un vote anti-immigré pour une part. Alors vous avez raison. Si on corrigeait mieux les inégalités, ce serait sans doute une bien meilleure chose. Mais ce ne serait, hélas pas, de mon point de vue, l'assurance qu'on n'aurait pas forcément encore un vote d'extrême droite. Je voudrais ajouter quelque chose. Moi aussi, je suis d'accord qu'il faut considérer aussi la question socio-économique. Et c'est bien connu qu'aux États-Unis, Trump a ciblé exactement ceux qui sont appelés les left behind. Donc ceux qui ont été laissés... Les laissés pour compte. OK. On peut ajouter qu'au moins en Italie, mais peut-être pas seulement, en Italie, la gauche italienne, trop souvent, dans les derniers 25 ans, a pris des positions néolibéristes. Donc, a favorisé les mécanismes qui créent la déségalité. Et comme résultat de ça, on a qu'une partie de l'électorat de gauche ne vote plus. Et donc l'absentéisme monte. Et on n'a pas de leaders à gauche qui sont croyables. Ça, c'est un autre problème, mais ce n'est pas seulement un problème de la gauche italienne. On le voit aux États-Unis, ça a été dit. On le voit en Angleterre. Et peut-être en France aussi. Y a-t-il encore des questions? Moi, j'avais une question. Oui. Où êtes-vous? Parce qu'en fait, Là. Là, bonjour. Ah oui, pardon, d'accord. Désolé. Non, y a pas de Pour problème. nous, vous êtes dans le noir total. Ouais. Je suis désolé. Moi, je voulais revenir sur quelque chose qui m'a un peu étonnée, voire choquée un petit peu, mais sur le fait qu'on on veut pas utiliser par exemple le mot de fascisme parce qu'il ferait écho à des réalités historiques, par exemple particulières, dans le cas des États-Unis, des réalités particulières, par exemple, je sais pas, le fait de manipuler des images, le fait de mettre en place de la propagande, etc. Et vous demandez justement si on n'utilise pas le mot de fascisme aujourd'hui pour ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on passe pas à côté justement des réalités historiques qui sont en train de se rejouer telles quelles et qu'on masque peut-être en utilisant des mots alternatifs? Et aussi une deuxième question, c'est le fait de s'en prendre aussi, en tout cas de créer une sorte de parallèle entre l'extrême droite et l'extrême gauche, un petit peu par rapport aux logiques populistes, comme vous en avez parlé. C'est pas aussi dommage parce que moi je pense que l'extrême gauche, dans son existence puissante, elle est quand même garante de l'existence d'une gauche et d'une droite telle quelle. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'affaiblissement aussi de l'extrême gauche qui nous amène à tirer tout le paradigme vers la droite. Je veux dire, tant que l'extrême gauche, elle existe forte, l'extrême gauche révolutionnaire, ça nous permet aussi d'exister en fait dans le milieu. Et c'est l'affaiblissement de l'extrême gauche d'abord qui tire l'ensemble vers la droite, enfin, à mon avis. Oui, sur les fascismes, comme Italien, comme historien, je peux rappeler que Mussolini, avant la Première Guerre mondiale, était socialiste.
il y avait l'Italie entrée dans la Première Guerre avec un an de retard vis-à-vis des autres pays. Et il y avait un grand débat sur l'interventisme, le pacifisme et tout ça avant qu'elle entrait. Les nationalismes italiens pendant la Première Guerre et après la fin de la guerre, dans cette victoire qui en Italie avait été appelée mutilée, jouait une grande partie dans l'émergence de Mussolini et du mouvement fasciste. Donc, les fascismes italiens sortent du nationalisme de la Première Guerre et de l'après-guerre. Et donc, il faut faire attention. Ça, c'est pour dire quelque chose, bien sûr, sur l'histoire italienne. Puis, chaque pays, bien sûr, a sa trajectoire, même si on a toute une histoire d'échange aussi. Quand vous dites l'histoire telle qu'elle, l'histoire n'est jamais telle qu'elle. Hein, il y a l'expression « l'histoire ne repasse pas les plats ». On peut avoir des signaux, on peut repérer un certain nombre de similitudes, mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, comme vient de le dire Lucas, n'a rien à voir avec le contexte post-Première Guerre mondiale. C'est pas du tout la même chose. C'est simplement ça que je voulais dire, si vous voulez. C'est presque un peu paresseux d'aller rechercher un terme de l'histoire en le calquant presque un siècle après. Les sociétés sont extrêmement différentes, les niveaux de formation sont différents, les traumatismes de la guerre se sont éloignés, reviendront peut-être, mais ils sont éloignés. Donc c'est à ce titre-là que je trouve qu'il faut être prudent. Alors après, c'est l'idée que vous soulevez qui est de dire, bon, bah heureusement qu'on a une extrême gauche, parce que sinon on serait encore plus à droite, si j'ai bien compris votre raisonnement. On peut le penser, mais je ne crois pas qu'une attitude, un discours très, très poussé de l'extrême gauche, avec un leader qui n'est pas démocrate, avec un mouvement qui n'est pas démocratique. Il y a encore là un député LFI du Nord qui quitte LFI de nouveau. C'est préoccupant. Quand on n'est déjà pas démocrate dans son propre parti, qu'est-ce que ça va donner quand on va être au pouvoir ? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le leader Massimo, eh ben ça se passe mal. Voilà. Hein, il faut être d'accord avec lui. On l'a vu avec Corbière, on l'a vu avec Garrido, on l'a vu. On le voit avec Ruffin. Enfin bon, il y en a quand même plusieurs qui en ont un peu marre de l'autoritarisme du chef. Voilà. Donc à ce titre-là, je trouve qu'il faudrait être prudent. Alors pour l'instant, il a Manuel Bompard, la voix de son maître, très bien, et puis quelques autres aussi avec Mathilde Panot, mais dans une société comme la nôtre, il est bon d'accepter que les gens ne soient pas forcément d'accord avec vous. Non, vous n'avez. Attendez, prenez un micro, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est pas possible. Il y a une main qui est levée. Oui, mais moi, j'avais pris rang, donc j'ai le micro. Oui, bon. Excusez-moi. Le micro. Écoutez, soyez raisonnable. Alors, on prend celui qui a le micro. Alors, j'avais juste... merci pour vos interventions. Vous avez développé le sujet de la montée de l'extrême droite sur 3 grands pays, évidemment, l'Allemagne, la France et l'Italie à l'instant. Mais je pense quand même que ça serait intéressant d'élargir un tout petit peu sur le reste de l'Europe. C'est quand même assez frappant de voir ce qui se produit dans certains pays. Bon, je pense par exemple à la Suède, où le parti d'extrême droite est dans la coalition de gouvernement. Non, il n'est pas dedans, monsieur, il a soutien. Soutien, pardon. Je suis là. Oui, vous regardez, je suis là. C'est bien. À votre gauche. Surtout, il y a d'autres... Non, mais ce que je voudrais dire, c'est quand même, c'est que c'est assez frappant de voir que dans ce type de démocratie, il y a une montée de l'extrême droite qui est quand même notable.
À l'autre bout de l'Europe, il y a le Portugal, par exemple, récemment, où on a eu une poussée d'un parti d'extrême droite sur lequel le Premier ministre de droite, qui n'a pas la majorité, entend pouvoir s'appuyer éventuellement, comme vous dites, au niveau parlementaire, sans que ceci soit rentré dans l'exécutif. Donc il y a quand même une montée qui est très diversifiée. Et je pense que ça serait intéressant d'essayer d'affiner ces poussées d'extrême droite en les classifiant sur l'ensemble de l'Europe. Est-ce que, sans rentrer dans trop de détails, est-ce qu'on peut quand même dégager un petit peu des grandes familles, si je puis dire, sachant que d'ailleurs au Parlement européen, ils sont divisés entre deux groupes, donc il y a quand même un indice intéressant. Et je dirais un dernier mot sur l'évolution des forces politiques en Europe. Il y a eu une note récemment de la Fondation Jean Jaurès qui est très intéressante sur la montée d'une qu'ils ont qualifié d'une troisième gauche, bon après ça peut se discuter, mais qui est le fait que des partis sociodémocrates ou travaillistes comme les Anglais ou les Danois évoluent sur un certain nombre de sujets, des sujets régaliens, des sujets de politique sociale. Bon, je ne sais pas du tout si ça va prospérer dans d'autres pays d'Europe, mais c'est quand même aussi intéressant de voir qu'en miroir de ces montées des partis d'extrême droite, il y a des évolutions de certaines forces politiques comme les sociodémocrates. Oui, vous avez parfaitement raison. Je les ai énumérés au début quand j'ai fait un panorama et j'ai dit que tous les pays européens étaient touchés, mais certains le sont plus que d'autres. Bon. En Suède, effectivement, il y a le soutien de l'extrême droite, mais ils ne sont pas dans une coalition. Les Finlandais sont dans une coalition avec une extrême droite qui co-gère la Finlande. Il y a les Pays-Bas où ils ont été un peu dans une coalition, mais ça n'a pas marché. Leur leader n'a pas réussi à être le Premier ministre parce qu'il y avait une telle opposition envers lui on en a mis un autre, mais ça n'a pas tenu. Et c'est Geert Wilders. Et là, ils vont aller de nouveau à des élections. Parce que pour l'instant, ils sont sans réel gouvernement. La Slovaquie, c'est une extrême droite qui est aussi en coalition et exerce le pouvoir. La République tchèque est en train de voter. On verra ce qui en sortira. Si on a l'ancien oligarque Babis, qui est quand même sur un discours proche de l'extrême droite, est élu ou pas. C'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel. Il y a la Hongrie, bien sûr, avec Viktor Orban, où c'est une extrême droite qui est au pouvoir. La Pologne a eu un Premier ministre avec le PiS pendant longtemps. Maintenant, c'est Donald Tusk. Mais le président de la République n'est pas du même parti et est encore quelqu'un qui est Duda, qui est de l'extrême droite. Donc, on a effectivement des configurations qui sont très variées. Et puis, on a le Danemark, où les sociodémocrates, et vous avez parfaitement raison, monsieur, ont été réélus avec un discours anti-immigration extrêmement sévère, alors que le Danemark était un pays très accueillant, comme toute la Scandinavie. Alors, la Scandinavie avait comme caractéristique par rapport à l'Italie ou à l'Espagne ou à la France ou à la Grande-Bretagne de n'avoir pas été un pays colonisateur au XIXe siècle. Et on sait que la Suède avait des vues sur ce qui était les pays baltes, assurément, mais elle n'a pas été un pays colonisateur. Dans les difficultés que nous avons dans cette extrême droite, c'est aussi une forme de nostalgie de puissance et d'empire, et qui revient comme une sorte de, j'allais dire, nostalgie, un relent de puissance qui traîne encore. Dans le Brexit, il y avait eu la manipulation, comme vous l'avez dit, Lucas, mais il y avait, on va redevenir la vraie Grande-Bretagne. On va redevenir, on va faire tout, voilà, MAGA, d'une certaine façon. Bon, on a vu ce que ça a donné. Mais c'était ça quand même, parce que vous aviez des gens extrêmement aisés, je pense à la région du Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, très aisés, qui ont voté Brexit de façon massive. Donc, ce n'était pas du tout des gens en situation de grande difficulté. On a eu le nord de l'Angleterre a voté Brexit, oui, mais on a eu aussi des gens très aisés qui ont voté Brexit avec une nostalgie d'une Angleterre impériale d'autrefois. Donc, c'est difficile de les caractériser. Dans les points communs que je continue à voir, c'est l'immigration comme bouc émissaire.
Et ça joint au-delà du chômage, ils nous prennent notre travail, la peur de perdre ce qui est des marqueurs d'une identité nationale. Et ça, c'est très, très préoccupant parce que c'est totalement irrationnel. Le discours du grand remplacement, il n'a aucun fondement. Sur un plan scientifique, tous les démographes vous le diront. Et pourtant, ça marche. Ça marche même chez un de mes petits-fils qui habite la banlieue sud de Paris, où il a été dans un collège avec une très très forte proportion d'immigrés. Étant légèrement handicapé, il s'est trouvé un peu le martyr du coin. Et je n'arrive pas à discuter avec lui. Je vous le dis parce que, évidemment, ça me touche beaucoup. Il est sur un discours Front National, Rassemblement National, tous dehors. Et je me dis, mais enfin, bon sang, son père, il est prof d'histoire géo, sa grand-mère était prof, enfin, ça discute sans arrêt chez nous, etc. Et à la limite, c'est dans ses tripes aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous fais comprendre ça. Et il n'est pas le seul. Il y a des tas de gens qui raisonnent comme ça. Et là, on est au-delà de l'inégalité sociale. On est sur quelque chose de très profond. Alors, moi, j'essaye de comprendre parce que ça ne sert à rien de dire, mais enfin, c'est un imbécile, c'est pas possible, quoi. Bon, non, il faut essayer de comprendre ça. Et d'un débat que j'ai eu avec des élus de gauche il y a très longtemps, et je leur disais, mais parlez de la nation. Parler de la nation. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on parle de la nation? Mais je dis, mais c'est essentiel pour les gens. Regardez comme ils ont... Il est logique d'être fier de sa nation, spontanément. Et vous parlez que République. République, ça dit rien. La nation, ça dit quelque chose. Et je crois qu'on a laissé ce champ-là complètement. Le nationalisme, je ne suis pas pour. Mais les combats d'indépendance nationale, le combat de l'Algérie, le combat du Vietnam, c'était des bons combats. Et c'est des combats pour la défense de la souveraineté nationale. Donc faisons attention à ne pas mépriser des valeurs qui comptent pour beaucoup d'entre nous, en fait. Et ça, je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail. Et, par exemple, le combat des Palestiniens pour leur souveraineté et leur nation, on trouve ça bien. On les trouve courageux, on est d'accord. Alors, ayons du respect aussi pour ceux qui sont attachés à leur nation. C'est extrêmement important. Et je pense que la gauche ne sait pas parler le discours de la nation. Et ajouter une seule chose. Bien sûr, l'identité nationale, c'est important. Ça devrait être un patrimoine de toutes les positions politiques et pas seulement de la droite. Mais c'est aussi une réponse, c'est aussi partie du mécanisme d'autodéfense identitaire. Donc, c'est une réaction à une crise. Et moi, je voudrais souligner que cette question de l'international réactionnaire, ce n'est pas seulement les problèmes d'Elige Meloni en Italie, ou l'AfD à Berlin, ou Marine Le Pen à Paris. La question, c'est que l'Europe est sous attaque maintenant. Oui. C'est ça la question. Et l'attaque se déroule dans chaque pays avec une stratégie différente, avec des hommes et des femmes différentes. Ah. Parfait. Voilà autre chose. Il y a le terroriste dans la salle. Merci beaucoup. Apparemment, c'est une vraie alerte, donc il faut quitter la salle. Heureusement, c'était l'heure.